Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov Eliana, et Chodesh Tov, Shavua Tov. Daniel, Boker Tov, Shavua Tov. Alors, nous sommes le 12 août. Nous sommes le 12 août. Et que s'est-il passé le 12 août ? Eh bien, le 12 août est décédé d'un arrêt cardiaque. La personne qui était à l'époque, qui était extrêmement connue, Pinchas Sapir, qui était... Oui, le grand argentier mythique de l'histoire de l'État d'Israël. Voilà. Exactement. On doit beaucoup de... L'économie israélienne lui doit énormément. Et donc, c'est de lui, ce matin, dont je voulais vous parler. De lui et de ses petits carnets, si ça vous dit quelque chose, les petits carnets de Pinchas Sapir. On va commencer donc par sa naissance. Il naît au nord-est de la Pologne et il grandit dans une famille religieuse. Il va faire ce qu'on appelle le séminaire Lamorim, le très célèbre, donc ce très célèbre séminaire pour devenir professeur où énormément de jeunes sionistes faisaient. Il va monter en Israël en 1927 et il va s'installer à Kfar Saba, ville qu'il ne... à l'époque, c'était pas une ville, c'était un petit village qu'il ne quittera pas jusqu'à sa mort en 1975. Et alors, quand il habite à Kfar Saba, il commence à s'investir dans la politique locale et il commence à devenir de plus en plus important. Et c'est comme ça. Il faut savoir qu'à cette époque, si vous faisiez partie du bon parti, les choses allaient bien pour vous. Et donc, il fait partie de ce mouvement des travailleurs, des Poalim. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Levi Eshkol. Levi Eshkol, il va devenir son numéro 2 dans la société qui s'occupe des traitements de l'eau, Mekorot. Cette société des traitements de l'eau, à laquelle Levi Eshkol sera à la tête entre 1937 et 1950. Et donc, lui, c'est son numéro 2 et ils sont ensemble et ils s'occupent de tout cela. Il était connu pour être... Soher Veneeman, c'est-à-dire Soher tempétueux, si je peux dire, et Neeman fidèle. Donc il avance vite, il veut faire beaucoup de choses, et d'un autre côté, il le fait de façon extrêmement, avec beaucoup de loyauté, et donc, bien entendu, pas de corruption, pas trop de corruption, on va dire ça comme ça. Pas trop, parce que à cette époque, la corruption au Mapai, ça fait partie. Oui, ça fait partie intégrante de l'ADN. Voilà, exactement. Et donc, il va faire énormément de choses. Et il va être une des personnes, par exemple, qui va pousser à la création... Pour la petite histoire, Pinchas Sapir, c'est celui qui a permis à Ariel Sharon de disposer d'une ferme, alors que ce n'est pas habituel. Alors, expliquez-nous ça, Daniel. Un État démocratique où il y avait le kibbutz et le moshav, il n'était pas habituel d'offrir, enfin, en tout cas, de favoriser le propriétaire, la création d'un ranch pour un propriétaire terrien privé. Mais ça a été fait grâce à Pinchas Sapir pour Ariel Sharon, qui avait les faveurs de cet homme. Voilà. Et donc, pas Ariel Sharon, non, Yitzhak Sapir, Pinchas Sapir, va être nommé, pour la première fois au début des années 50, il va être nommé comme ministre des Finances, en 1963 pour la première fois, entre 1963 et 1968, et ensuite il va être le ministère, de 63 à 74, il sera ministre des Finances, et ensuite il sera ministre du Commerce et de l'Industrie jusqu'en 1975, jusqu'à son décès. Il faut dire que c'est lui qui va être une des premières personnes, étant donné qu'il avait travaillé à Mekorot, donc il avait travaillé dans tout ce qui touche à l'eau. Il a compris rapidement que au début de la création de l'État d'Israël, l'économie israélienne était reposait énormément sur l'agriculture et sur l'exportation de cette agriculture, et c'est lui le premier qui comprend qu'il n'y a pas assez d'eau pour faire pousser autant, pour devenir un véritable pays agricole, et donc il faut se tourner vers l'industrie. Et c'est lui qui va développer toute la partie, tout le côté industriel de l'État d'Israël, et il va faire une autre chose, il va aller chercher des investisseurs, et pour cela il va faire le tour du monde, va voir en particulier les juifs riches du monde entier, et va les convaincre d'investir de l'argent en Israël. C'est entre autres à cette époque qu'on essaye de faire rentrer le maximum de capitaux étrangers, et c'est pour ça que de nombreuses personnes se voient l'ouverture de comptes bancaires ici de façon complètement facilitée, chose qui a beaucoup changé à partir de 2008, où en Israël on a commencé à être beaucoup plus regardant sur l'origine de l'argent qui venait en Israël. Et il avait cette particularité, on en a parlé un tout petit peu, et je vais un petit peu
ouvrir cette parenthèse, ses carnets noirs. Il avait des petits carnets sur lui, Pinchas Sapir, dans lesquels il écrivait en fait tout ce qui se passait dans l'économie israélienne, et il se baladait avec cela, et c'est lui en fait qui savait exactement, qui réglait au shekel près, même si à l'époque c'était des lirotes, mais à la lire près, il réglait le budget de l'État, où ses investissements allaient, où ils n'allaient pas, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui n'était pas fait. On en a parlé il y a quelques jours, et je reprends cette histoire parce que c'est la plus c'est celle qui explique bien les choses. La famille, le monsieur Wolfson, qui était un très très généreux donateur juif américain, qui a été aussi l'ancêtre de l'AIPAC. C'est lui qui le premier a fait le lobby juif. Il faisait ça tout seul à l'époque. Eh bien, étant donné qu'il était juif religieux, il a demandé, Pinchas Sapir lui avait demandé, qu'est-ce que vous voulez en échange de cette aide que vous nous donnez au Congrès? Il avait dit, moi je veux rien pour moi, mais vous commencez à donner, non pas yeshivot, commencez à donner de l'argent aux Haredim pour qu'ils puissent avoir leur système éducatif, parce qu'à l'époque on ne recevait de l'argent que les personnes qui étaient dans le système éducatif national. Et donc il a dit, voilà, moi je veux que vous commenciez à donner, et c'est comme ça qu'on a créé en Israël ce qu'on appelle le chinuch hatzmaï, le chinuch indépendant pour les Haredim. Et tout ça c'est Yitzhak Sapir et Pinchas Sapir, et on raconte que quand Pinchas Sapir est mort, d'un seul coup il a fallu essayer de comprendre quelles étaient toutes ces alliances et toutes ces paroles qu'il avait données à beaucoup de personnes. Il avait organisé donc l'économie israélienne comme cela, et il faut dire que dans les premières justement, je lisais ça hier soir, Anita Shapiro, qui a écrit donc un célèbre livre de l'histoire de l'État d'Israël, pose la question dans son chapitre sur l'économie: est-ce que l'État d'Israël aurait pu se développer et survivre avec une économie qui aurait été différente de l'économie centralisée et socialiste des 30 premières années de l'État d'Israël? C'est une grande question que Anita Shapiro pose. Elle explique que c'est donc un grand débat, mais qu'en général, on est tous d'accord pour penser que l'État d'Israël avait besoin qu'au début, l'État d'Israël avait besoin de cette économie centralisée. Non, il avait surtout besoin d'une économie centralisée pour que l'État en fait gère tout, afin de permettre une bonne distribution des capitaux, et qu'on puisse avoir un bon développement de l'État. Et s'il y a une personne qui a participé et qui a mis son empreinte dans la centralisation et dans la direction et dans cette économie dirigée, c'est bien entendu Pinchas Sapir, dont nous parlons aujourd'hui, qui est décédé le 12 août 1975 d'un arrêt cardiaque dans le petit moshav de Nevatim, alors qu'il assistait à la Hanoukat, l'inauguration d'un Sefer Torah dans ce yishuv de juifs de Cochin. Voilà. Merci beaucoup Eliana pour nous avoir parlé de cette grande figure de l'histoire de l'État d'Israël, en particulier de l'économie israélienne, qui était Pinchas Sapir. Nous allons marquer une pause musicale, et tout de suite après, comme promis, l'entretien avec l'ancien grand rabbin de Paris, le grand rabbin Alain Goldman, qui nous livre ses impressions sur la communauté juive de France d'un côté, mais aussi l'État d'Israël de l'autre. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.